à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Merci d'être parmi nous aujourd'hui, pour, ce nouveau Wake Up Café. Donc je m'appelle, Manal, je suis product owner et je m'occupe de l'animation des Wake Up Café. Donc pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, un Wake Up Café, c'est un rendez-vous, bimensuel, qui permet aux différents experts d'échanger autour de diverses thématiques au sujet du product management, etc. Et aujourd'hui, nous abordons la problématique suivante: comment créer de la valeur par la data pour avoir un produit performant. Ce Wake Up Café a pour objectif de répondre aux différentes questions que l'on se pose sur la manière dont le data thinking va faciliter le pilotage d'un produit. Donc pour nous éclairer sur ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir Dunia Zriwel et Carole Cornano, à qui je laisse la main pour se présenter. Merci Manal, bonjour à tous. Moi, c'est Dunia Zriwil, associate LinkUp. J'interviens en tant que product owner sur des sujets data et en ce moment, j'accompagne un client sur des sujets de gouvernance de données. Merci. Bonjour à tous, Carole Cornano, associate LinkUp. J'ai de l'expertise dans le product ownership, le product management, la data et l'agilité, et j'interviens sur le projet Data Platform de la BDF en tant que Agile Master, Scrum Master. Merci Carole. Avant de répondre à cette problématique, je vais juste vous rappeler quelques bonnes pratiques pour mener à bien cette présentation. Donc, dans un premier temps, je vais vous demander de couper vos micros, s'il vous plaît, et vos caméras. Et sachez que les 10 dernières minutes de la présentation seront dédiées aux questions-réponses. Donc là, vous aurez l'occasion de poser toutes vos questions. Donc voilà. Donc, très bien. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Je vais donner la parole à Dunia, qui va nous parler de l'importance de la bonne mesure d'un produit et nous expliquer le rôle important que joue la data. Merci Manal. Alors, pour commencer, déjà, donc piloter une performance, c'est vraiment piloter la capacité à atteindre des résultats qu'on s'est fixés initialement. Dans une entreprise, on peut piloter différents types de performances. On peut piloter une performance financière, une performance opérationnelle, une performance économique. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est dans le product management, donc en tant que PO ou PM, comment est-ce qu'on peut piloter la performance de son produit. Donc pour lister quelques enjeux de ce pilotage, donc déjà, ça va nous aider à construire un produit utile, sachant vraiment que la valeur apportée par le produit doit être vraiment au centre des préoccupations d'un product manager. Ça va nous aider à améliorer notre produit de manière continue, donc au fil du cycle de vie du produit, en intégrant des feedbacks qui vont venir de nos utilisateurs, donc via certains KPI qu'on pourra voir ensemble plus tard. Ça va nous aider également à investir dans les bonnes évolutions tout au long du cycle de vie du produit, sachant qu'on peut avoir plusieurs options pour faire évoluer notre produit. Et donc, ça va nous aider aussi à prioriser les features quand on est en train de construire notre roadmap. À côté, les risques qu'on prend à ne pas justement piloter cette performance, c'est qu'on peut se confronter très vite à la perte de clients ou d'utilisateurs de notre produit, à une baisse de confiance de ces mêmes utilisateurs et surtout on peut se retrouver très facilement à développer des fonctionnalités, des features qui en fait ne sont pas vraiment utiles à l'audience qu'on essaye de targeter avec notre produit. Donc en fait, suivre la performance de son produit, c'est suivre le développement de notre produit, c'est suivre sa qualité, mais surtout, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est suivre son usage. Juste pour revenir à ce que tu as dit juste avant, Dunia, s'il te plaît, tu as parlé des features ou des fonctionnalités qui sont non utilisées. Est-ce qu'on aurait des ordres d'idées sur ce que ça représente en pourcentage, par exemple? Alors oui, aujourd'hui, quand on recherche un peu dans la littérature product management, on peut trouver le chiffre de 50%
c'est-à-dire 50% des fonctionnalités d'un produit qui ne sont pas utilisées et 20 à 30% qui sont peu utilisées. Donc, vous pouvez prendre l'exemple de votre smartphone, par exemple. Selon les modèles que vous avez, on peut très vite se retrouver à acheter le dernier iPhone. Soit on va utiliser peut-être la boîte mail, les réseaux sociaux, la messagerie, alors qu'en soi, les fonctionnalités que porte un téléphone pareil sont beaucoup, beaucoup plus vastes. Maintenant, pourquoi la data comme asset pour, vraiment suivre la performance de son produit? Aujourd'hui, comme on le sait tous, vraiment la data, c'est un des piliers principaux de valorisation en entreprise. Elle va nous permettre en tant qu'entreprise à mieux maîtriser son écosystème. On va pouvoir mieux connaître son marché, mieux connaître ses concurrents, beaucoup mieux connaître ses clients, mais ça va aussi nous permettre de mieux connaître et de piloter notre produit. Donc on peut parler là de data thinking. En fait, le data thinking, c'est un peu l'intersection entre le design thinking, donc que vous devez connaître et qu'on a un peu dans la boîte à outils du product management. C'est vraiment innover et construire un produit en mettant l'utilisateur final au centre de nos réflexions. Donc, c'est l'intersection entre ça et la data. Donc, comment est-ce qu'on peut vraiment créer de la valeur pour nos utilisateurs avec ces deux approches-là? Donc, ce que j'ai bien compris, on s'appuie sur la data pour mesurer et piloter la performance d'un produit, mais quelles sont les dimensions autour de la data? Alors, quand on parle de data, pardon, ou de big data, on peut retrouver la notion des 5 V, donc qui sont les dimensions à prendre en compte quand on manipule la data. On a le premier V de la variété, parce qu'on va souvent être confronté à des données qui nous viennent de sources différentes, donc à des problématiques de comment est-ce qu'on peut lier ces données-là, comment est-ce qu'on peut construire quelque chose à partir des données qui viennent de plusieurs endroits. On va être confronté à des données en très grand volume, donc c'est le deuxième V de volume. Si on veut s'appuyer sur les données pour prendre des décisions, il faut que ces données, elles soient fiables et qu'elles soient donc, c'est le troisième V de la véracité. Quand la data rentre en jeu et devient un élément central de notre réflexion, il faut pouvoir y accéder de manière rapide et avoir les dernières données et les données les plus à jour. Donc, c'est le V de la vitesse. Et puis, il y a le cinquième V qui est le V qui va le plus nous intéresser, qui est le V de la valeur. C'est que aujourd'hui, on est confronté à une quantité de données énorme, mais comment est-ce qu'on peut vraiment choisir des données qui vont vraiment nous aider à créer de la valeur? Donc, en fait, pour résumer, ce qui ne se mesure pas ne se comprend pas quand on est en train de construire notre produit. D'où la nécessité vraiment pour un product manager ou un product owner de vraiment tout au long du cycle de vie de son produit, de mesurer sa performance. D'accord. Merci Duna. Donc, nous venons de voir l'importance du data thinking dans le pilotage d'un produit, mais à quel moment pouvons-nous dire qu'un produit est performant? Prenons pour exemple une application métier de consultation de données clients et de données contrats utilisée par le middle et le back-office d'une société d'assurance bancaire. On peut facilement imaginer que la qualité des données est indispensable pour permettre aux collaborateurs d'identifier les clients, pour leur permettre de répondre à leurs demandes, pour leur permettre de réaliser des actes de gestion comme un avenant ou l'ajout d'un bénéficiaire, pour accéder directement également à tout l'applicatif du groupe. Afin d'assurer la rentabilité d'un tel produit, les business owners comptent sur le fait qu'il réponde aux 3 U, c'est-à-dire qu'il soit utile, qu'il soit utilisable et qu'il soit utilisé. J'ai une petite question pour toi, Carole. Comment on peut s'assurer qu'un produit est utile? Un produit est utile quand il répond à un besoin et qu'il permet d'atteindre un objectif. Une expression de besoin est à affiner avec les utilisateurs pour identifier ce qui n'est pas explicite ou ce qui n'est pas clair. Et comme l'a expliqué du coup Dunia, c'est le but d'un atelier de design thinking pendant lequel leurs réponses et leurs habitudes seront analysées puis traduites en une solution technique en adéquation. Dans notre exemple, d'application métier, du coup, il s'est avéré que les besoins tournaient autour de la fiabilité des données de l'application, son ergonomie et ses performances. C'est ce que la data nous a montré.
Attention parce que cette proximité avec les utilisateurs pour garantir l'utilité du produit est à maintenir tout au long de son cycle de vie. Il faudra ainsi prévoir de faire des démonstrations ou encore de leur donner la main pour tester. En plus, il est crucial de combiner les inputs des utilisateurs avec d'autres inputs, comme des études de marché, pour assurer la longévité ainsi que la maintenabilité de la solution technique. On retrouve donc bien toute de la data pour notre produit. Et en quoi la perception d'un utilisateur participe à la performance d'un produit? La perception, du coup, entre en jeu dans l'utilisabilité, mon deuxième U. Effectivement, il s'agit de l'aspect qui concerne le bon fonctionnement du coup de notre application ou d'un autre produit, et également le fait qu'il soit simple, agréable et efficace à utiliser pour les utilisateurs. Certaines marques misent énormément sur l'utilisabilité de leurs produits. Mais si je reprends du coup l'exemple de notre application, si elle ne permettait que la consultation de données clients et contrats, sans la possibilité d'y réaliser les actes de gestion, c'est-à-dire qu'il faudrait se connecter à d'autres applications pour le faire, le produit ne représenterait pas de réel intérêt. Au-delà de ça, l'utilisabilité, c'est le bon fonctionnement. Donc, le fonctionnement du produit doit être correct, c'est-à-dire sans bug majeur ou bloquant, au moins, sans défaillance. Il faut donc penser à co-cadrer, co-concevoir, co-construire avec les équipes de développement pour cerner ce qui est réalisable et les limites du produit le plus tôt possible. Et est-ce qu'on devrait en déduire qu'un produit qui est utile et utilisable est forcément utilisé? Pas forcément, justement, parce que c'est le taux d'utilisation d'un produit qui fait son succès et qui assure sa rentabilité. Un produit, du coup, pourrait être utile, il pourrait être utilisable. S'il n'est pas utilisé, ce ne serait pas un succès. Le taux d'utilisation d'un produit n'est mesurable de façon qualitative et quantitative qu'une fois en production. Par contre, il faut penser aux métriques et aux indicateurs dès la phase de product discovery. Il ne faudra pas compter que sur les recommandations des utilisateurs à d'autres personnes. Il faudra bien communiquer sur le produit pour augmenter sa visibilité et le faire connaître avant et après sa mise en production. Il faut prévoir de suivre ce taux d'utilisation à la suite d'une mise en production, comme expliqué, mais également sur la durée. Merci Carole pour ces clarifications. Donc, nous venons de voir pour qu'un produit soit performant, il doit être utile, utilisable et utilisé. Mais pourriez-vous nous communiquer des exemples de KPI sur lesquels on pourrait s'appuyer justement pour piloter la performance d'un produit, enfin, que ce soit l'exemple que Carole a illustré juste avant ou un autre produit? Alors oui, pour donner certains exemples un peu sur les 3 U qu'a présenté Carole, si on commence par, comment mesurer qu'un produit est utile, on pourrait prendre un premier KPI qui est le temps moyen d'exécution d'une tâche. Par exemple, si on reste sur une application, métier qu'on va développer en interne en entreprise, qui va mettre en place, par exemple, un nouveau process, un nouveau workflow pour, aller, d'un point A à un point B, bah, on peut mesurer le delta de temps que va passer, une personne dans une entité métier à réaliser cette même tâche. Si le pain point initial, par exemple, c'était qu'on passait beaucoup trop de temps avec beaucoup trop de documents à réaliser cette tâche-là. Un deuxième KPI sur un type de produit, totalement différent qu'on va plus trouver peut-être dans l'univers du marketing digital, c'est le trafic réel. On trouve souvent cette KPI, en anglais qui s'appelle organic traffic. C'est en fait c'est les personnes qui vont aller sur notre produit, donc par exemple sur un site internet, via des canaux qui ne sont pas, payés. C'est-à-dire qu'on peut faire des campagnes marketing pour ramener des utilisateurs et des visiteurs sur notre site internet. Mais le trafic réel, c'est les gens qui vont venir d'eux-mêmes. Donc, ils vont aller sur, un moteur de recherche, type Google, qui vont taper le nom de notre site et qui vont arriver sur notre site. Pour illustrer la partie plus utilisable, toujours dans l'exemple un peu de marketing digital, on peut avoir le taux d'engagement. Le taux d'engagement, c'est vraiment le degré d'interaction, des visiteurs de notre site ou de notre blog ou de notre page de réseau social. C'est leur degré d'interaction avec nos posts, avec nos publications. Un autre type de KPI qu'on peut avoir, c'est le nombre de connexions. Si on prend par exemple une application,
type Salesforce qu'on va mettre en place dans un centre d'appel ou en entreprise pour que nos opérateurs aillent dessus. Si on est dans une phase un peu de transformation et d'acculturation des personnes à la prise en main de notre nouveau produit, le nombre de fois où ils vont se connecter, ou par exemple, ça peut être aussi la longueur de la session pendant laquelle ils vont rester sur leur profil, ça peut nous aider vraiment à quantifier l'utilisabilité de notre produit. Merci, Dunia. Sur la partie utilisée, du coup, pour donner un exemple de mesure qualitative et un autre de mesure quantitative de fiabilité dans les données. Ensuite, dans les outils de base de données ou de centralisation des données, je ne sais pas si ta question porte plus sur cet aspect-là, du coup. Est-ce que c'est plus dans le procédé ou est-ce que c'est plus ensuite, effectivement, quel outil permet de mieux centraliser, de mieux ordonnancer ou de mieux traiter les données? On est plus dans le traitement ou plus dans le procédé. Oui, enfin, c'était plus dans le monitoring, en fait. Donc les données sont en place et quels outils existent, en fait, pour remonter des alertes lorsqu'il y a des problèmes au niveau de la remontée des données. D'accord. En fonction du type de produit, effectivement, on peut mettre en place du coup des éléments de supervision. On peut mettre en place tout un type d'indicateurs. Donc, dans le cas de la data platform, c'est vrai qu'on travaille énormément avec des outils comme Kibana, par exemple. D'accord. Ok, merci. On peut entrer plus tard dans le détail, effectivement, de ce que permet ce type d'outil de faire pour des data platforms. Guillaume, j'ai vu que tu avais la main levée. Est-ce que tu veux répondre enfin, tu as une question à poser ou tu veux répondre à la question qu'on a posée juste avant? Alors, j'ai un retour d'expérience et une question à suivre. En termes d'indicateurs, j'ai connu le cadre de Google Heart pour mesurer la performance du produit, H pour happiness, donc la satisfaction utilisateur, E pour engagement, A pour acquisition, les nouveaux utilisateurs, R pour retention. Donc, on pouvait voir le nombre de personnes qui s'étaient connectées à la première semaine et les personnes qui s'étaient reconnectées dans un mois. Et le T de task done. Donc, ça couvre les 3 U qui ont été révélés. Ma question maintenant, c'est de vos retours à vous, est-ce que quand on a une gestion de l'agilité à l'échelle et différents produits, vous conseilleriez d'avoir la même trame d'indicateurs comme ce que j'ai connu, ou au contraire, d'avoir quelque chose de plus resserré, mais plus proche du produit et de la problématique auquel il répond? Est-ce que tu peux juste redire pour le art? Ou si tu veux les Euh, écrire, parce que là, je ne les ai pas tous. Je renverrai le lien, c'est documenté sur Internet. Happiness, engagement, acquisition, retention et task completed. D'accord, merci. Guillaume. Et donc, je ne sais pas si ma question était claire, mais pour vous, quand on a plusieurs produits, est-ce que vous préconiseriez plutôt d'avoir la même série, le même jeu d'indicateurs pour pouvoir comparer les produits entre eux, ou au contraire faire quelque chose de plus fin et avoir quelque chose d'adapté à chaque produit pour voir s'il répond bien à son problème? J'utiliserai quelque chose d'adapté dans le cadre du coup de notre application métier utilisé par le middle et back office d'une société d'assurance. On avait du coup effectivement des indicateurs qui étaient propres à ce produit. Je les vois pas du coup comme étant quelque chose de complètement transposable ou que je pourrais du coup utiliser dans le cadre de la data platform, étant donné que du coup on est sur un produit qui est vraiment très différent. Donc, il y a certaines choses qui sont réalisables quand on essaye de suivre justement la valeur d'un produit de type CRM. On va pouvoir suivre des parcours, savoir effectivement si de la qualification à l'opportunité, la signature de contrat, du coup, tout le parcours est fait dans le CRM.
quand on est sur une data platform, on va plutôt suivre en fait des fonctionnements de traitement, de service, voir du coup si le service est rendu, mais le parcours n'est pas quelque chose qu'on peut suivre de la même façon. On ne va pas pouvoir du coup suivre le même type de KPI. Donc, on a donné quelques exemples de KPI qui étaient adaptables dans le cadre du coup de notre application métier dans d'autres types d'applications, dans d'autres types de produits comme des sites internet. Après, du coup, c'est vrai que ça aurait été complètement des choses différentes pour une data platform. Super, merci beaucoup, Carole. Juste pour répondre, il y avait la question de Maria qui est passée qui dit est-ce qu'on peut quand même réaliser une démarche data-centrique avec un produit qui est déjà en prod pour lequel on n'y a pas pensé dès la phase de design discovery? Oui, parce que d'ailleurs très souvent en tant que PO ou que PM, quand on intervient, c'est pas toujours en phase de discovery. On peut arriver sur un produit qui va devoir être amélioré dans le temps ou qu'on va un peu devoir revoir parce que justement ses performances ne sont pas optimales. Donc, on peut avoir cette approche vraiment de data thinking pour voir, même si quelque chose elle est déjà en prod, de mettre en place ces KPI-là, pardon, de voir justement est-ce que ce produit-là qui est en prod, il est vraiment utilisé, est-ce qu'il est utilisable, carrément échanger avec les utilisateurs et voir quelles sont les pistes d'amélioration et comment, grâce justement au data thinking et à l'utilisation de la donnée autour de l'utilisation du produit, on peut l'améliorer et apporter plus de valeur à nos utilisateurs. Merci, Dunia. Du coup, je ne vois pas d'autres questions, mais n'hésitez pas à nous poser des questions et on y répondra par la suite parce que là, il est 30. Donc, je vous remercie pour ces échanges. Merci Carole, merci Dunia et merci à toutes les personnes qui ont pu se connecter ce matin. Donc, nous donnons rendez-vous le 9-12 pour échanger sur la problématique qui est comment bien choisir son framework de priorisation à son produit. Donc, je vous souhaite à tous et à tous une excellente journée et je vous donne rendez-vous le 9 décembre à 9h sur Teams. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci bien. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Bonne journée, bon week-end. Au revoir. Merci, au revoir.